Bonsoir à tous et bienvenue à cette soirée. C'est magnifique de vous voir en aussi grand nombre à cette soirée définissant 2015-2016. Donc, à chaque année, il s'agit d'une occasion de nous rassembler autour de l'énergie qui se dégage des dizaines de projets qui sont affichés à l'intérieur de l'école. Et cette année, il y a 73 finissants qui sont tous ici aujourd'hui, et nous les avons accueillis il y a désormais quelques années, arrivés un peu titubants au début de leur carrière d'architecte, j'oserais dire, en étudiant. Ils ont suivi les premiers ateliers avec l'étonnement de la façon de travailler. Ils ont acquis de l'expérience. Ils ont multiplié les projets, ils ont voyagé à l'étranger en troisième année, beaucoup d'entre eux, participé à des concours, construit des objets, construit le spot aussi, donc cette activité magnifique qui se déroule depuis l'année passée dans la ville. Et surtout, l'effort parfois titanesque de laisser projet, donc cette prise de position première à travers les écrits et un projet qui devient un projet personnel par rapport au projet d'atelier. Chers finissants et chères finissantes, j'espère que ce voyage vous a appris que dans notre magnifique profession, il y a peu de certitude. À chaque fois, le projet nous amène ailleurs, à nous dépasser, à découvrir des nouveaux horizons, à chaque fois un peu plus solide dans l'incertitude qui nous accompagne. Vous êtes maintenant prêts à voler de vos ailes, à rentrer dans cette magnifique profession qui est celle d'architecte, avec votre fraîcheur et votre façon de voir le monde. Vous êtes probablement une corde charnière, je pense, et on le voit à travers les projets, toute l'influence qui commence à prendre la question de la fabrication numérique, qui nous amène non pas à faire des maquettes seulement, mais à penser d'une manière différente à travers tout le processus de création avec des paramètres. Et n'oubliez pas que les paramètres à choisir, c'est l'architecte qui les choisit. Cette soirée, ce n'est pas seulement celle des finissants, mais aussi une fête de toute la communauté architecturale de Québec. Et c'est un grand plaisir de vous voir, les architectes, ici parmi nous. Donc c'est le moment de nous rencontrer, d'échanger, de renforcer et de créer des liens. Un moment de rassemblement. Le rôle de notre école est aussi celui-là. Dans un monde qui change à grande vitesse, les percées de la recherche, les nouvelles technologies, on voit avec la fabrication numérique, les nouvelles idées qui prennent place, nous entrevoyons une école qui s'ouvre sur la profession de plus en plus et j'espère que déjà à partir de l'année prochaine, on pourra avoir de la formation continue. On est en train d'y travailler. Nous voulons aussi le mieux pour nos étudiants et pour la communauté architecturale de Québec. Nous sommes ambitieux dans une époque de restrictions budgétaires. Heureusement, nous ne sommes pas seuls à être ambitieux pour la formation des futures générations d'architectes. Nous avons un partenaire qui nous appuie, qui va nous appuyer pour les prochaines 5 années et je salue ce mécénat et cette ambition à long terme. Donc, je vous annonce ce soir que nous avons récemment signé une entente de 5 ans avec la compagnie Tremco, une multinationale, pour nous aider à l'organisation des conférences à l'école, donc à partir de l'année 2016-2017, mais avec un appui aussi pour cette soirée. Donc, à chaque année, il y aura 4 conférences BEST dans la série de conférences instantanées d'architecture. Et cet appui, il est assez important. Il s'agit de 62 500 $ sur 5 ans.
Donc, j'invite M. Desabré, représentant de Tremco pour l'Est du Canada, à vous adresser quelques mots concernant l'esprit qui anime sa compagnie dans cet appui. Et on peut dire qu'il y a une unité d'entente entre la philosophie de l'école et la philosophie de Tremco. Donc, j'invite M. Desabré à vous dire quelques mots. Merci, M. Moretti. À vous, les finissants au bac et à la maîtrise en architecture. L'histoire de Tremco a commencé en 1928. Un jeune entrepreneur a décidé tout simplement de créer cette entreprise Tremco. Et son objectif à cette époque-là, où l'économie était quand même assez difficile, disons-le, a décidé de rendre à ses clients, donner à ses clients une espérance de vie supplémentaire pour leur toiture. Si on revient en 1928, c'était une époque où la gestion des biens durables, où la réparation, la restauration était quasi inexistante. On arrachait, on remplaçait. Ce personnage, M. Trouhoff, M. William Trouhoff, a fondé sa petite entreprise, a nommé l'entreprise Tremco et a commencé ses activités. 85 ans plus tard, la philosophie de cette entreprise-là existe toujours. C'est une philosophie de vouloir toujours préserver, de toujours vouloir donner une deuxième vie à l'existant. Maintenant, l'entreprise, c'est un consortium qui dénombre un peu plus d'une cinquantaine de compagnies, qui dénombre aussi un peu plus de 10 000 employés, qui œuvrent dans 150 pays, qui fabriquent dans 92 usines, dans 23 pays différents, dont 2 usines ici au Québec. Et l'objectif est toujours le même, de donner une deuxième mission, de donner une deuxième vie à l'existant. Probablement que, voilà 85 ans passés, c'était vraiment inconscient de la part de M. Trouhoff. La gestion des biens durables, ça a été fait, mais sans vraiment se poser de questions. Aujourd'hui, au nom de mes collègues et à mon nom, on est très, très fiers d'accompagner la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval pour une période de 5 ans et on aimerait aussi que ça continue après ces 5 ans-là. Les conférences BEST, BEST veut tout simplement dire bâtiment, écologie, sciences et technologie, ont pour but d'aider la faculté à avoir des conférenciers qui viennent d'un peu partout à travers le monde et qui vont venir présenter leurs sujets, des sujets qui se veulent formateurs pour les étudiants qui sont en classe dans un contexte académique. Les conférenciers seront toujours le choix de la faculté et selon leurs besoins, selon la nécessité au niveau académique pour les étudiants. La faculté aussi aura le privilège de prendre ces conférenciers-là et de les asseoir avec les étudiants, excusez-moi, pendant les cours, au niveau de la formation, au niveau des échanges avec les conférenciers sur les sujets qui ont déjà été sélectionnés par la faculté. On est très fiers d'ajouter l'Université Laval à notre portfolio canadien. On a maintenant 4 universités canadiennes qui font partie de ce programme-là, le programme des lectures BEST. Et l'objectif premier, c'est que les futurs architectes qui seront en profession, qui seront sur le marché du travail, soient des architectes avec une formation intelligente et une formation aussi beaucoup plus large que ce qu'on peut voir ici à l'interne dans notre belle province, le Québec, mais de recevoir de l'information qui peut venir de conférenciers d'un peu partout à travers le monde. L'objectif, comme M. Moretti disait tantôt, on a un objectif commun, c'est de toujours travailler dans la gestion des biens durables et dans l'éco-responsabilité aussi. L'environnement, pour nous, c'est un facteur qui est excessivement important. On est très fiers d'accompagner les gens qui veulent travailler dans cette optique-là, de toujours garder l'existant, donner une deuxième vie, si possible, et toujours dans l'éco-responsabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Desabré.
Donc, avant de céder la parole à Julien Landry qui présentera les conférenciers, je désire faire quelques remerciements. En premier, je désire remercier Dominique Saint-Gelais et Stéphane Langevin pour avoir accepté d'être les présidents d'honneur de cette soirée, donc de parrainer les finissants 2015-2016. Et Dominique et Stéphane et leurs collègues de STGM ont accepté avec assez d'enthousiasme ce défi qui a été lancé depuis déjà plusieurs mois, de présenter qu'est-ce qui s'est passé après être sortis de l'école. Donc, de quelle manière ils ont évolué depuis la sortie de l'école il y a plusieurs années. Je remercie grandement tous les généreux partenaires qui, comme à chaque année, appuient les efforts et la créativité des finissants. Et cette année, encore une fois, on a un montant assez important de bourses. Donc, merci beaucoup à tout le bureau d'architectes et à tous les donateurs. On a rejoint 20 000 $ en bourse pour les étudiants. Je désire aussi remercier nos commanditaires pour le cycle de conférences instantanées d'architecture 2015-2016. En premier lieu, le Musée de la Civilisation. Donc, on est ici dans la chapelle de l'Amérique française, qui est une partie du Musée de la Civilisation. Merci beaucoup à Martin Leblanc. On se croise 2 fois par semaine environ dans les derniers temps. Je remercie aussi la Ville de Québec qui, à chaque année, nous appuie dans les cycles de conférences depuis de nombreuses années. Je remercie le comité organisateur qui a rendu possible cette fête, donc tous les étudiants qui se sont impliqués, tous les finissants, grâce auxquels on peut avoir l'exposition, la soirée, le vernissage, et toutes les activités qu'on a actuellement. Un merci particulier à Anne Boisvert et à tout le personnel de l'École d'architecture pour le soutien impeccable tout le long de l'organisation de cette fête de l'architecture. Donc, j'invite Julien Landry à venir présenter les conférenciers de ce soir. Bonne soirée à tous. Merci, John Pierrot. Bonsoir à tous. Merci d'être ici en si grand nombre. Ça me fait vraiment un grand plaisir d'être ici pour accueillir nos 2 conférenciers invités, Dominique Saint-Gelais et Stéphane Langevin, tous 2 architectes et associés chez Saint-Gelais-Montminy, associés connus sous le nom de STJM Architectes. Fondée en 2001, STJM est l'une des plus importantes firmes d'architecture au Québec. STJM se démarque par sa capacité d'innovation et par la qualité des bâtiments qu'elle conçoit. Le bureau s'est mérité le Grand Prix du design du québécois pour son siège social, s'est impliqué dans le Spot 2015 avec la conception d'une enceinte ludique et travaille présentement sur le manège militaire de Québec. Dominique Saint-Gelais, cofondatrice de STJM, a connu depuis sa promotion à l'École d'architecture en 1988 une impressionnante carrière ponctuée de projets d'envergure. L'année marquante de son parcours professionnel est sans contredit l'année 2001, année de son association avec Jean-Yves Montminy et de la signature d'un important contrat pour la réalisation du projet de requalification de l'École nationale de police du Québec. Architecte reconnu pour sa passion de la profession, son honnêteté et son humilité, sa pratique distinctive ne laisse personne indifférent. Stéphane Langevin, diplômé de l'École d'architecture de l'Université Laval depuis 1990, qui a, suite à sa formation, œuvré au sein de différentes agences comme architecte-concepteur. Avant de se joindre à l'équipe de STJM, Stéphane Langevin a travaillé dans la réputée firme Gauthier-Guitteroy, chez Côté-Chabot-Morel et chez Lemay et Associés. Concepteur principal et directeur de création chez STJM depuis sa fondation en 2001, il devient associé en 2004. Il travaille de près ou de loin sur l'ensemble des mandats de l'agence et a été l'instigateur de plusieurs stratégies innovatrices en design et en développement durable sur les projets de la firme. Que ce soit pour des critiques, des charrettes ou des conférences, Stéphane Langevin ne cesse de démontrer sa reconnaissance envers son alma mater en s'investissant généreusement dans les activités de l'École d'architecture.
Donc, sans plus tarder, accueillons chaleureusement Dominique Saint-Gelais et Stéphane Langevin. Merci. Allô? Oui, ça marche? Bonjour. Merci. Hey, là, vous allez me laisser 2 secondes, là, c'est trop beau. Quoi? Je vais prendre une photo. Tu veux-tu que je sois dedans? Non. Non? C'est correct. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir en si grand nombre. STGM, comme ça a été mentionné, a été fondé en 2001. Je ne vous referai pas toute l'historique. On a une pratique assez diversifiée. On œuvre un petit peu partout en province. On a un bureau dans la région de Montréal également. Ici, on a mis un petit échantillonnage de la diversité des projets qu'on réalise. On n'a pas de spécialité. On œuvre en patrimoine, bâtiment institutionnel, à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme gamme de bâtiments. Ça ici, c'est la proposition qu'on n'a pas gagnée du diamant en consortium avec Saucier Perrotte. On a travaillé également sur le Palais Montcalm avec Jacques Plante et Bernard Écloutier. Des tout petits projets où on s'efforce quand même de leur donner une certaine personnalité, une guérite en Essé-Cortaine à Valcartier. Et du résidentiel, donc vraiment une gamme de projets très, 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 très large et très vaste. Là, j'avais tout un beau préambule qui expliquait la firme, la fondation, mais là, il a tout fait. Fait qu'on va passer tout de suite à Dominique. Là, moi j'ai fait quelques conférences. Là, je ne suis pas si pire. Dominique, c'est la première fois. C'est lui que j'envoie. On parlait d'humilité. Ça fait que je voulais juste vous le mentionner. Ah oui, poste frontalier de Lacolle. On achève l'exécution. La construction devrait commencer probablement au courant de l'été ou au début de l'automne. Projet assez complexe. La famille STGM. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de mettre en place des services intégrés. Services intégrés, c'est en fait essayer de réunir sous un même toit différentes disciplines qu'on a de besoin pour faire un bâtiment. Et après une couple d'années, on s'est dit que souvent les problèmes où l'avion tombe toujours un peu à la même place, la communication, c'est essentiel pour la réussite d'un projet. Alors, on a décidé de se construire un bâtiment dans lequel on a regroupé différents professionnels qui sont en train d'apprendre à travailler ensemble, puis ça marche parce qu'ils se parlent. Alors, ce qu'on a mis en ce moment, là, il reste des choses à mettre en place. Évidemment, on a des architectes, on a des spécialistes en programmes fonctionnels et techniques, on a une équipe de designers intérieurs et on a des partenaires aussi qui sont des ingénieurs en mécanique électrique, embryonnaire, et qui ont une couleur économie d'énergie, mise en service. Développement durable. Développement durable, oui. À ces différentes spécialités-là, on a des spécialistes qui les supportent. Des économistes en construction, spécialistes en échéancier, graphistes, gestionnaires BIM, parce que BIM aussi, c'est un outil qu'on met en place, qu'on développe. C'est une grosse bébite, mais ça marche, puis ça l'aide beaucoup, ça supporte beaucoup la conception intégrée. Alors, c'est là où est-ce qu'on s'en va, STGM. Donc, on va vous présenter le but de la conférence, en gros, puis c'est un petit peu aussi pourquoi le préambule de l'équipe, c'est de vous démontrer, par l'intermédiaire de nos projets, qu'en architecture, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tous les types de personnalités, tous les types de talents. Et c'est un petit peu ce qu'on veut vous présenter par l'intermédiaire de quelques projets choisis, qu'on a essayé de choisir également très, très diversifiés. Premier projet qu'on vous présente, c'est le centre de détention de Roberval, le nouveau centre de détention de Roberval, qui est ouvert depuis à peine 1 an en fonction. C'est un projet d'importance pour nous. C'est un projet de 107 millions de budget qui a été réalisé en consortium
avec un bureau local, je pense que Dominique va en parler tantôt, et un bureau de Montréal qui était spécialisé en bâtiments sécuritaires. Un des aspects très importants de tous les établissements de détention dans la province, la mission première, c'est la réinsertion sociale. Donc, ce bâtiment-là a été designé, oui, comme une prison, entre guillemets, mais le vrai mot, c'est, je me l'ai fait dire souvent, établissement de détention. La sécurité guide... Personne incarcérée. Oui, c'est ça. La sécurité guide à peu près toutes les décisions, mais il ne fallait jamais oublier la qualité de vie des gens à l'intérieur, les personnes incarcérées, ainsi que les gens qui travaillent dans l'établissement. Donc, c'est un bâtiment qui, quand même, malgré sa nature sévère, sa fonction un peu sévère et difficile, qu'on a voulu baigner de lumière naturelle. C'est un bâtiment qui va être accrédité LEED Argent. Ça, ici, c'est une des unités de vie où on a eu un souci particulier d'amener de la lumière naturelle à l'intérieur des unités de vie comme telles, ce qui n'est pas la norme. On a également un pavillon d'accueil qui est en bois. Les personnes qui viennent visiter les personnes incarcérées sont pas nécessairement dans le meilleur esprit, donc c'est de mise de les accueillir dans un bâtiment le plus accueillant, le plus lumineux possible. C'est moi? C'est toi. C'est à moi. En gros, là, quand c'est en couleur, c'est moi, puis quand c'est en noir et blanc, c'est Dominique. Je suis toute en couleur. OK. C'est une belle histoire, ça. Ça a commencé simplement par un appel d'un de mes amis qui étudiait avec moi, qui reste à Robertval. Il y en a certains qui le connaissent ici, c'est Bastien Boudreau. Il m'appelle et dit « Dominique, on fait tout ça ensemble? » 100 millions? Ben oui, tu sais. Pourquoi pas? En tout cas. Fait que finalement, on s'ambitionne, on se part, on commence à comprendre, on essaie de focusser sur qu'est-ce que ça prendrait bien comme équipe pour être capable de faire un bon projet pour notre client. Fait qu'on travaille fort, on travaille fort. Finalement, l'équipe qu'on a réussi à former, c'est sûr qu'elle était bonne, on a été choisis. Puis, on a bien livré le projet. C'est un projet qui est une réussite pour moi. Et puis, depuis ce temps-là, par un simple coup d'appel d'un ami, ben, on a développé une expertise très pointue dans tout ce qui est carcéral, tout ce qui est sécurité, parce que c'est un petit peu plus de coordination, un petit peu plus d'intervenants, tout ça. On a réalisé Donnacona, Leclerc, Sorel-Tracy, Archambault, Lacolle aussi, parce que la sécurité se retrouve dans les postes de douane. Alors, sous-estimez jamais ce que vous faites à tous les jours. On parle à un ami, puis ça marche. Des fois, on s'imagine plein de grands scénarios pour un projet de 100 millions, mais ça peut rester bien, bien simple, puis ça marche, quand c'est fait avec les bonnes intentions. Là, j'aimerais vous faire remarquer le 22 400 heures de travail. Souvent, on nous demande hey, c'est long ce que vous voyez, c'est long, c'est énormément d'ouvrages. Il y a énormément de travail derrière à peu près tout projet d'architecture. Ici, si on le met en temps homme, on parle de 11 années. C'est pas rien. Deuxième projet, complètement autre chose, siège social de Dessertcom à Lévis. C'est un projet qu'on a eu, c'est un petit concours privé qui a été organisé par Dessertcom avec, je pense qu'il y avait 5 ou 6 firmes d'invités. On a eu le bonheur d'être choisi pour réaliser ce projet-là. C'est un projet de Extreme Makeover. C'était vraiment un bâtiment avec briques beige, drive-it beige, assez beige. Et le client souhaitait vraiment se démarquer et faire de son siège social vraiment le centre de son organisation. C'est un transporteur, comment on dit ça? Transporteur, en tout cas, des ambulances. Transporteur de malades. À grandeur de la province. Et ça, ici, c'est leur siège social et leur caserne principale. Le concept, en gros, on a le bâtiment existant qu'on voit ici. Une des choses qui était compliquée avec ce bâtiment-là, c'est qu'il fallait qu'il demeure en opération 100% du temps. On ne pouvait jamais arrêter d'opérer le bâtiment, étant donné que c'est un bâtiment qui œuvre en sécurité. Donc, ce qu'on leur a proposé, c'est un agrandissement pour ce qui est de la remise des ambulances, complètement à part le bâtiment existant. Donc, ça permettait d'utiliser la caserne existante
pendant les travaux de la nouvelle caserne. Par la suite, on pouvait utiliser la nouvelle caserne et rénover le bâtiment existant, le rez-de-chaussée, qui était l'ancienne caserne. C'était maintenant possible de la rénover. Par la suite, avec des bureaux au rez-de-chaussée, on a rénové l'étage. Et pour la finition, on est venu relier le tout en créant une cour intérieure qui est utilisée par les employés. C'est un bâtiment, il était pas mal plus beau, ce sketch-là, 3 pouces de long. Là à 12 pieds, là, il a l'air fou un peu. Donc, c'est un bâtiment en bois avec une portée de 28 mètres, structure légère, portée de 28 mètres. C'est un bâtiment également, on n'a pas demandé d'accréditation environnementale par rapport à ce bâtiment-là, mais c'est un bâtiment qui a été fait vraiment avec le même souci qu'on aurait eu dans la construction d'un bâtiment accrédité LEED. On utilise un mur solaire sur toute la longueur de la façade avec la mécanique à ce niveau-là. Ce système de mécanique-là, qui est essentiellement de l'aérothermie, vient alimenter l'ensemble du complexe. Pardon? Le petit bloc rouge, c'était simplement pour marquer l'entrée du bâtiment, étant donné qu'on se ramasse avec un bâtiment d'assez grande envergure. On voulait indiquer de façon claire l'entrée. Donc, le résultat final, c'est ce qu'on voit ici. Le bâtiment existant, qui est en brique beige, c'est le volume blanc essentiellement. L'agrandissement avec le mur solaire qui est orienté franc-sud, oui. Je voudrais souligner la participation d'Alexandre Guérin beaucoup dans ce dossier-là, qui étudie ici aussi. Qui est ici. Oui, d'ailleurs, on encourage pas mal les finissants de l'école. On a plusieurs jeunes architectes qui sont issus de l'Université Laval. Intérieur, le volume extérieur qu'on voyait tout à l'heure en acier déployé vient également marquer la circulation verticale à l'intérieur du bâtiment. Et on est venu protéger l'entrée avec une grande marquise en bois qui vient relier les deux corps de bâtiments principaux. Et ici, on a la cour intérieure qui est utilisée par les employés de façon très, très intensive. C'est à protéger au vent, protéger des vents principaux et bien orienté. C'est un endroit qui est très, très, très apprécié. C'est un projet qu'on a obtenu par le biais d'un concours privé. Et le processus de réalisation, ce qui a été retenu, c'était la gérance de construction. Parce que le client voulait avoir un meilleur suivi du coût d'échéancier. C'est un moyen pour... en fait, c'est un expert qui est en construction, qui nous accompagne du début, pour suivre le coût d'échéancier. Rien de parfait, ça n'a pas fait. Mais la raison, ce n'est pas le processus comme les rôles n'ont pas été bien compris par chacun. Ça a fait un processus compliqué juste à cause de ça, mais tout à cause de ça. Alors, c'est très important de clarifier ces rôles-là et s'assurer qu'ils soient bien compris. La conclusion de tout ça, souvent, c'est que la difficulté, on maîtrise très bien notre métier, on conçoit bien, on réalise bien des projets, mais des fois, on néglige ce qu'il y a autour, puis c'est aussi essentiel. Autre chose aussi qui est à souligner, oui, c'est un projet qui a été difficile lors du processus, mais c'est un projet dont le client est extrêmement satisfait. Il dépasse à peu près toutes ses attentes au point de vue fonctionnel, confort. Donc, malgré les difficultés, il ne faut surtout pas lâcher. Notre première mission, c'est de livrer des bâtiments de qualité et que les utilisateurs soient heureux à l'intérieur des bâtiments qu'on fait. Autre projet, complexe sportif de Saint-Augustin. Projet dont tout le monde a entendu parler aux nouvelles, pas nécessairement pour les bonnes raisons. On a fait vraiment un projet hyper économique dans les budgets qui nous étaient alloués. C'est un projet qui comporte 2 glaces, un bassin semi-olympique de 10 corridors de nage et une pataugeoire, une salle multifonctionnelle. Il y a également tous les services connexes à ce genre d'équipement-là. Une des caractéristiques principales du projet, la qualité du sol n'était pas extraordinaire. On ne voulait pas creuser pour faire la piscine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout construit, le plateau
d'accueil et de la piscine au 2e étage. On s'est servi de cet étage-là pour distribuer les estrades qui, eux, se trouvent au niveau du sol naturel. Et toute la terre de déblaiement qu'on aurait dû normalement servir et sortir du site, on s'en est servi pour construire des talus plantés sur toute la périphérie du projet. C'est un projet, encore là, où on a souhaité avoir certaines caractéristiques au niveau du développement durable, en particulier au niveau de la mécanique, où il y a un système très efficace d'échange d'énergie entre la piscine et les patinoires. C'est embryonnaire, on était vraiment main dans la main avec Embryonnaire, nos partenaires dont Dominique parlait tout à l'heure, pour la réalisation de ce projet-là. On a eu également un souci au niveau de l'apport de lumière naturelle à l'intérieur, à la fois des espaces publics et des plateaux sportifs. On voit ici là, les talus plantés qui font toute la périphérie du bâtiment. Le hall d'entrée qu'on voit ici. On n'a pas de photo du grand hall d'entrée, puis c'est probablement une simple erreur, mais c'est un espace qui est assez intéressant, très, très vaste, très, très lumineux parce qu'orienté de façon idéale vers le sud-ouest, puis qui offre une vue complète sur les plateaux de jeu. Et la piscine avec sa pataugeoire et son pattern de céramique que Chantal, je ne sais pas si c'est ici, a fait à grands efforts. Ah, pourquoi donc? Ben, c'était pas facile. Avec grand plaisir. OK, mieux. Mais le résultat est super le fun. OK. Ce projet-là, c'est un projet clé en main. Alors là, ce qu'il faut comprendre quand on attaque un projet comme ça, c'est les liens hiérarchiques. Notre client, c'est l'entrepreneur. Il faut faire équipe avec. On fait équipe avec dès le début. On aborde le projet différemment, mais Stéphane l'a expliqué, c'est un projet de qualité. Ça n'empêche pas un résultat qui est bon, qui est beau, qui est fonctionnel. Alors, malgré ça, la seule chose que je vous dirais de protéger, vous restez quand même les professionnels du projet. Vous avez cette responsabilité-là de livrer des projets de qualité. Vous aurez. Vous aurez. Vous aurez. Ben, ils n'ont pas fini. C'est vrai. Ils n'ont pas fini encore, mais ils vont finir. Alors, perdez jamais ça de vue aussi que vous êtes responsable. Les entrepreneurs sont conscients de ça. Ils travaillent avec vous, puis on peut faire des bons projets. On fait des bons projets avec ce processus-là aussi, avec des liens hiérarchiques différents. Encore une fois, un peu le même principe que ce qu'on vous disait tout à l'heure, malgré la forme de projet, malgré le processus qui souvent est lourd, et souvent on a l'impression que le processus brime la création. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme un défi, puis peu importe le mode de projet, réussir à faire des projets de qualité. Oui, excuse. Juste, c'est ça, c'est de comprendre le processus, de voir le chemin qu'il faut prendre, mais pas que ça devienne, c'est pas une raison pour faire un bon projet. Essayez de le comprendre, puis essayez de, vous êtes capable de livrer des bons projets aussi. Massif de Charlevoix, c'est un projet, bon, nous on est impliqués sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire l'hôtel de la ferme, les différentes gares, du design intérieur. Donc, on a appelé ça Massif de Charlevoix parce qu'on ne voulait pas délimiter là, toutes les petites interventions qu'on a faites. Ça ici, c'est la gare de Grande-Pointe. C'est un bâtiment qui est quand même assez intéressant, qui a eu une diffusion d'ailleurs, oui, je ne me trompe pas, qui a gagné un prix Sécobois en 2012 ou 2013. C'est un bâtiment en mélèze qui a été scié sur place, c'est peut-être exagéré, mais pas loin, par une scierie locale et exécuté avec du bois non traité. Je serais bien curieux. Le but, c'était de laisser vieillir le bois. Ça, ici, on a le résultat après pas un an d'usure. J'aimerais ça le voir aujourd'hui avec la patine du bois, si le résultat est aussi bien qu'on pense. J'espère. Donc, comme je vous disais, c'est un projet qui a donné naissance à plusieurs sous-projets, dont la gare. L'hôtel La Ferme, qui a été fait en consortium avec Lemay Michaud et Hudon Julien, qui est maintenant co-architecture.
L'hôtel La Ferme, qui, pour ceux qui ne connaissent pas la place, qui est un hôtel pavillonnaire à Baie-Saint-Paul avec un bâtiment principal qui inclut une gare, une salle de spectacle, des chambres et les infrastructures d'accueil. Et puis à l'arrière, on retrouve 4 bâtiments supplémentaires pour l'hébergement, essentiellement. De notre côté, on a été beaucoup impliqués sur la réalisation de la salle de spectacle. On avait une expertise en ce sens-là avec le Palais Montcalm. Donc, une des raisons principales pourquoi on a été sélectionné par le promoteur du projet, Daniel Gauthier, c'est notre expertise pour les salles de spectacle. Par contre, cette salle-là, une de ses particularités, c'est que le client, ce qu'il voulait, c'était une salle multifonctionnelle. Pas une salle de congrès, pas une salle de banquet, une salle multifonctionnelle à l'intérieur duquel il pouvait faire à peu près n'importe quel type d'événement, du spectacle, du cirque, parce que Daniel Gauthier est un des fondateurs du Cirque du Soleil, des banquets, donc une salle qui se prête à peu près à tout type d'événement et avec des infrastructures scénographiques d'importance, très pointues, et une qualité acoustique également très appréciable. D'ailleurs, l'acousticien qui nous a accompagnés dans cette aventure-là nous a affirmé à la fin que l'acoustique de la salle était aussi bonne que Louis Fréchette. Donc, on s'entend que pour une simple salle multifonctionnelle, c'est assez satisfaisant, voire même plus comme résultat. On a réalisé également d'autres gares. Ici, on voit la gare de Petite-Rivière-Saint-François. Encore quelques photos de la gare de Grande-Pointe, construite la gare de Petite-Rivière-Saint-François sous le même principe. Bâtiment de géothermie. C'est une des rares places dans la province où on a combiné la prise d'eau de la ville et l'utilisation de la géothermie. C'est un système assez particulier. Nous, on s'est occupé vraiment du bâtiment qui, en gros, s'inspire des matériaux du couvent qui est à proximité au niveau de la coloration et des matériaux. On a également participé, évidemment, au design intérieur, entre autres au Café du Marché, qui est juste dans le bâtiment de la gare à l'hôtel La Ferme. Donc, c'est un projet qui a été vraiment intéressant parce que ça nous a permis de toucher à un paquet de types de projets dans le même complexe. C'est moi. C'est toi. Un projet qu'on a obtenu par référence. Référence, on a été retenu par l'expertise, comme Stéphane disait, qu'on avait des salles grâce au Palais Montcalm qu'on a réalisé avec Gérard Plante. Vous avez vu, il y a plusieurs types d'usages dans le projet. On a des gares, tantôt on a un hôtel, tantôt une salle de spectacle. Alors, le client voulait avoir les meilleurs pour concevoir chacun des usages. Donc, ce n'est pas une équipe qu'on a choisie, comme Robert Val ou d'autres projets, où on se forme notre équipe, puis souvent on forme l'équipe avec qui on a des affinités, tout ça. Fait que là, c'était une équipe forcée. Ah, OK. Ah, il y a un enjeu d'un peu plus, là. On dit, vous mettez ensemble pour réaliser un projet de cette envergure-là. C'était quand même quelque chose. Alors là, il a fallu travailler un petit peu sa synergie. Je tiens à lever mon chapeau à toutes les firmes qui ont participé au projet parce que chacun a été capable de mettre de côté son moi, là. Son ego. Son ego, merci. Puis de prioriser la qualité du projet. Puis, on en a une preuve. Ce projet-là a été reconnu internationalement. Il y a eu des prix. Alors, ça se peut, avec un peu d'humilité, de maturité, on y arrive. Puis, avec du professionnalisme aussi. Ça a été une aventure pas mal intéressante. Encore là, puis je vais peut-être me répéter, mais c'est souvent vrai. Oui. On rencontre des difficultés. Dans ce cas-là, il venait d'ailleurs, les difficultés, mais quand même, tout le monde a réussi à ramer dans le même sens, garder l'objectif, puis réussir à livrer un projet d'une qualité que j'oserais dire exceptionnelle. Le prix en question, c'était le plus bel hôtel, c'était quand même au monde en 2012. Donc, je pense que tous ceux qui ont participé au projet peuvent être fiers de cette réalisation. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des difficultés, mais il faut les mettre en notre avantage. Il ne faut pas que ça devienne des raisons pour ne pas livrer quelque chose de parfait. Bien, parfait. De pas pire. De bien. Pas pire. Très bien. Un autre projet, encore là, complètement différent. On tombe dans un bâtiment industriel.
c'est l'usine de traitement des eaux de Lévis et son poste de pompage annexe. Ce bâtiment-là, comme concepteur, ces bâtiments-là, comme concepteur, offraient un défi particulier. On se trouve en milieu urbain. On a un bâtiment industriel d'assez grande envergure, des grandes façades aveugles. Habituellement, lorsqu'on fait nos façades, bon, les fenêtres, l'entrée, on a des choses qu'on peut composer avec. Là, on n'avait rien. On avait juste une grande surface plate et on devait rendre cette façade-là la plus intéressante possible. On a donc développé un parement. Oui, évidemment, on parlait de l'eau, c'est facile. On s'est inspiré un petit peu de l'eau et de ses mouvements pour composer la façade et donner les effets qu'on souhaitait. On a développé un parement en courbe qui vient un petit peu rappeler les ondulations de l'eau. À un moment donné, j'avais une photo dans une autre conférence là, où j'avais la façade et j'avais une photo d'ondulation sur un lac. C'était assez similaire. Pas à s'y méprendre, mais pas loin. Donc, c'était assez bien réussi. L'autre, le poste de pompage, vous avez peut-être vu ce bâtiment-là, l'autre côté du fleuve, en vous demandant c'était quoi. Bien, c'est ce qui amène l'eau, ce qui prend l'eau du fleuve et qui l'amène à l'usine Desjardins. Encore une fois, même problème. On avait un tableau qui faisait face à Québec où on n'avait absolument rien pour s'inspirer, pas de fenêtre, pas de grille de ventilation, pas d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a simplement reproduit des molécules d'eau sur la façade. Là, je vais vous dire un secret. Ces molécules d'eau-là sont enduits d'une peinture phosphorescente. Étaient supposées accumuler l'énergie dans le jour et la dégager le soir, puis une espèce de glow in the dark. Ça ne marche pas pantoute. On nous a montré des échantillons exceptionnels où on allait s'installer dans le garde-robe, on regardait ça, on disait « Hey, ça va être hot! » Déception, zéro glow in the dark. Mais le résultat en plein jour est quand même, à mon avis, intéressant. Ce que je vous parlais tantôt, la façade ondulée de l'usine Desjardins, où on est venu développer, homemade, un parement extérieur ondulé en aluminium qui donne énormément d'effets dépendamment de l'heure du jour, de l'éclairage, le soir. C'est un parement qui vibre énormément avec la lumière naturelle. Autre aventure. Oh, c'est à moi, là. Ben oui, je t'écoutais, je trouvais que c'était... Je te trouvais bon, hein, un peu, là. T'as peu. Ça me prend des feuilles, ça me prend... Excusez. Bon, j'arrive. C'est la première fois. Non, oui. OK. Particularité de ce projet-là, c'est un projet industriel. Souvent, les projets industriels, les gros budgets sont beaucoup pour le procédé. Alors, le client va nommer l'ingénieur maître d'œuvre. Les architectes sont généralistes, les ingénieurs sont spécialistes. Ça va, le procédé, mais on est bon, maître d'œuvre. Puis, je tenais à le dire, là, c'est à chaque fois qu'on fait une usine, parce qu'on a fait Charlesbourg, Beauport, Lévis, on en a fait plusieurs, bien, quand on arrive au bâtiment, ça glisse toujours, on revient maître d'œuvre naturellement. Puis tout le monde est content. Le client, les ingénieurs, ça marche. Fait que c'est donc, une formation qui marche, puis oui, on le joue bien, ce rôle-là, vraiment. Puis notre rôle a, encore une fois, changé en cours de processus. Donc, on a fini par être les maîtres d'œuvre du projet. Puis c'est également un exemple que malgré un programme des fois ingrat, il ne faut pas négliger notre rôle. C'est un projet qui a gagné certains prix. Il y a eu une diffusion également intéressante. Donc, malgré une fonction un petit peu ingrate, on a réussi à faire de ce projet-là une réussite. Pavillon Vachon, il y en a peut-être d'entre vous qui le connaissent. Pavillon à l'Université Laval, pavillon de sciences avec sciences et génie. C'est le pavillon qu'on voit ici. Donc, c'est un bâtiment de Lucien Mainguy. Ça a été construit en 1964. Il faut croire qu'à l'époque, il y avait même
pas les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui. C'est un bâtiment c'est un bâtiment sans cœur. C'est un bâtiment qui n'avait pas d'âme. C'était des circulations, des corridors, un petit peu mêlants au niveau des circulations, pas vraiment d'entrée principale. Donc, c'est un projet d'envergure, c'est un projet de rénovation majeure où on va passer au travers de tout le bâtiment en 3 ou probablement 4 phases. Présentement, la première phase est construite, la deuxième est en construction. Au total, c'est un projet de 90 millions. Sur ce projet-là, on n'est pas en consortium, on est seul. Donc, la stratégie qu'on a proposée aux clients de l'université, c'est de construire à même cette cour-là ici, un cœur de projet, un hall d'entrée, un atrium qui contiendrait toutes les circulations verticales et également qui permettrait de venir boucler la boucle et de faire une circulation, plus de circulation en cul-de-sac, de pouvoir passer d'une aile à l'autre à ce niveau-là. C'est un bâtiment, comme je vous mentionnais, c'est un bâtiment, comme je vous mentionnais, il n'y a pas eu d'entretien sur le bâtiment. Date de 1964, les normes sismiques n'étaient pas les mêmes pantoute. Donc, on avait des problèmes structuraux, même dans la construction de l'atrium. On ne pouvait pas s'accrocher sur le bâtiment. Ça prenait une structure complètement indépendante de la structure du bâtiment existant. Là, on a fait les premières esquisses pour se ramasser avec des colonnes de, je pense que c'était 5 pieds de diamètre. Ça n'avait aucun bon sens. C'était énorme. Puis on s'est fait dire longtemps, non, ils vont être petites les colonnes. Mais ils ont fini par être complètement immenses, démesurées. Ça fait que là, on a eu une inspiration. Et c'est notre petite table Ikea du hall d'entrée qu'on avait au bureau. Cette table-là, qui est relativement stable et solide, a des petites pattes en broche. C'est minuscule. Fait que donc, on a proposé aux ingénieurs de s'inspirer un petit peu de ce principe-là pour construire l'ensemble de l'atrium, mais qui est complètement à une autre échelle que notre petite table à café qui était dans le hall d'entrée. On parle d'un atrium de 8 étages de hauteur, 8 étages résidentiels, à peu près 25 ou 26 mètres. Et on voit ici une petite esquisse là, des structures qu'on avait proposées. Résultat final, bien, c'est un espace assez spectaculaire, très, très baigné de lumière naturelle. Le système de lumière varie selon la quantité de lumière naturelle à l'intérieur de l'espace. Là, je vois Claude Demers, j'espère que je ne dirai pas de niaiserie parce que je vais me le faire dire. C'est sûr, tu vas te le faire dire. Ouais, hein. On a eu également un souci. Bon, là, on voit ici les structures qui ont fini par être extrêmement fines pour la hauteur du bâtiment, mais complètement stables. Si le vachon tombe à terre, ce toit-là, il va rester debout. Mais on n'espère pas qu'il tombe le reste du bâtiment. On a également eu un souci au niveau de l'acoustique. C'est un espace qui, malgré sa grandeur, est relativement efficace au niveau de la performance acoustique. Tous les panneaux qui entourent l'atrium sont des panneaux perforés et avec un matériau absorbant en arrière. Je vais revenir ici. Ça, ici, je vous parlais des passerelles qui liaient les ailes. Donc, on a 2 passerelles qui viennent lier l'aile de classe à l'aile administrative qui se trouve dans ce secteur-là, administrative et labo, ce qui est donc venu régler à peu près tous les principaux problèmes de circulation du bâtiment. En passant, cette proposition-là de créer un cœur au bâtiment puis de régler les problèmes de circulation est vraiment venue de la proposition des architectes. Ce n'était pas partie intégrante du programme, mais devant l'évidence, le client acquiesçait à notre suggestion. Le code, dites-vous en affaires, quand vous voyez quelque chose de construit, là, tout le code est respecté. On n'a pas le choix et on a une petite filiale qui s'appelle Codex, on parlait de service intégré, qui est vraiment spécialiste en code. Donc, j'ai le plaisir de tout lui donner ça et dire « Règle-moi ça, s'il vous plaît. » Donc, ici, on voit l'escalier. Ça, c'est vraiment au niveau de l'entrée. On descend vers la cafétéria et l'atrium principal. Encore une fois, une vue de l'ascenseur.
qu'on retrouve ici. Ça ici, c'est vraiment le niveau de l'entrée et à partir de l'entrée, on descend vers le niveau cafétéria. Je vous parlais de la phase 2. Le chantier est commencé. Là, on a commencé à rénover l'L600 qui va être une aile de laboratoire complètement. On tombe dans un autre genre de projet. C'est vraiment des labos, donc un projet éminemment technique, mais où on s'efforce quand même de créer des espaces de collaboration et des espaces agréables pour l'ensemble des étudiants. C'est un projet dont vous allez voir des photos dans les prochains mois. Là, ce qu'on voit ici, bien évidemment, c'est juste des rendus informatiques. Le Vachon, c'est un projet d'envergure, 90 millions. On a décidé de se faire confiance. On n'est pas en consortium. On s'est fait confiance, mais on a quand même pris le temps d'analyser la situation. On a dit, bon, c'est quoi les difficultés de ce projet-là? Qu'est-ce que ça prend pour le faire? Où est-ce qu'il faudrait être bon? Toujours pour le bien du projet, pour faire le meilleur projet. C'est toujours un petit peu, en fait, c'est toujours notre réflexion quand on essaye de former une bonne équipe qui va faire un bon projet. Celui-là, je suis quand même assez fière parce que c'est compliqué, on a décidé d'y aller seul. Après une analyse, on n'est pas allé seul pour dire on est bon, on est fort, on a quand même pris le temps d'analyser. On y est allé, puis on a été choisi. C'est, dans le fond, ce que je veux dire, parce que des fois, en architecture, on peut manquer de confiance. N'hésitez jamais à vous faire confiance. Prenez le temps d'y réfléchir, tout ça, puis foncez si vous croyez que c'est la bonne chose à faire. Oui. Puis, il ne se faisait pas en extra large, tes micros, hein? En extra large. Je commence à avoir mal à la tête. Autre type de projet, avec d'autres difficultés, l'École L'Étoile de Lévis, c'est un projet qui a été livré, c'est la première année là, de fonction à l'école. Je sais de source sûre que les enfants l'aiment, parce qu'il y a une des personnes qui est chez nous, que ses enfants fréquentent cette école-là, et apparemment, ils l'aiment bien, mais ils trouvent que les casiers sont trop petits pour les boîtes à lunch. C'est noté. Donc, c'est un projet, encore là, on a voulu le construire complètement en bois pour des raisons de code, il aurait fallu avoir des mesures compensatoires très, très complexes. On est donc allé avec une structure mixte bois et acier. Mais d'abord et avant tout, ce qu'on souhaitait, c'était de faire un milieu de vie intéressant pour les enfants. Un milieu de vie baigné de lumière naturelle, absolument dans tous les espaces. Mais la principale caractéristique de ce projet-là, c'est la contrainte du client. On n'a pas eu de terrain. Il a fallu designer un projet, pas de terrain. Tout le monde dit que le terrain, c'est important, l'orientation, c'est important, on accède où, l'entrée est où, la rue est où. Là, on a fait une grosse majorité de l'ouvrage sans jamais connaître le terrain pour différentes difficultés qui seraient trop longues à vous expliquer ici. On a donc développé un projet, puis c'est le résultat de la forme du projet, complètement symétrique, où chacune des ailes pouvait être inversée, où le hall d'entrée pouvait être mis en arrière, pouvait être mis en avant. Tout ce qu'on souhaitait, c'était d'avoir un terrain relativement carré pour pouvoir le mettre quelque part puis flipper les ailes d'un bord puis de l'autre. Donc, c'est ce qui explique la forme très, très compacte du projet et l'implantation des services du gymnase et de la salle polyvalente au centre de l'école. C'est ce qui nous a permis d'adapter le projet sur, au bout de la ligne, 3 terrains pour finir par le construire sur le terrain sur la rue de l'Étoile. Donc, c'est un projet qui a été fait, comme je vous disais, d'abord et avant tout, évidemment pour les enseignants, mais beaucoup pour les enfants. On a essayé de faire un projet le plus lumineux possible, avec un apport de lumière naturelle très, très important. Le sud est orienté vraiment dans cette direction-là. On a également essayé de mettre en scène un petit peu toutes les activités d'enseignement, d'offrir une espèce, on va dire, une micro-infrastructure scénique pour chacune des classes qui permet aux professeurs d'utiliser l'avant de la classe un petit peu comme une scène pour différentes activités. À l'usage même, il y a un certain contrôle qui se fait parce que j'ai entendu dire que certains profs, c'est défendu de rentrer dans le bleu. Fait qu'ils gardent
leur espace réservé. On a identifié chacune des ailes, chacune des fonctions avec une couleur d'accent facile à décoder pour les enfants. Toutes les circulations donnent vers une vue sur l'extérieur, ce qui contribue également à la lumière naturelle. Donc, c'est un projet qu'on est satisfait. On a quand même, bon, lorsqu'on visite le projet, tout le monde qui visite le projet, qui le fréquente, aime bien ce projet-là, trouve que c'est une belle école. On a eu des félicitations d'un petit peu tout le monde. Par contre, c'est un projet, Dominique va vous en parler, qui a eu droit à de grosses coupures, mais de méchantes coupures. On aurait pu facilement se décourager. Je vais vous donner un exemple. Tous les corridors de l'étage étaient en mezzanine sur les corridors du rez-de-chaussée. Il y avait des puits de lumière au-dessus de tous les corridors à grandeur de l'école. Donc, c'est un projet qui a été beaucoup hypothéqué au niveau du budget. Et Dominique va peut-être vous en parler un petit peu plus longuement. Oui. C'est moi? OK, c'est à moi. Ben oui. Oui. Ben, plus longuement, c'est en fait ce que je veux dire, c'est que dans les projets, souvent, il y a des changements. Dépendamment, on fait un premier exercice, on s'aperçoit qu'on défonce le budget. Le client révise son programme aussi parce que des fois, ils changent d'idée, ça leur arrive, ils ont le droit. Et puis, je suis toujours fière de notre équipe qui conçoivent ces projets-là, dans le sens que c'est toujours dur un peu. Tu te pars sur une grande idée, tu es convaincu que c'est bon ça, puis bang, on te change ça, on te coupe ça, faut que tu laisses aller des morceaux qui tenaient à cœur. Alors, il ne faut pas, face à ces situations-là, perdre la tête. Il faut plutôt garder, en fait, être persévérant, accepter et apprivoiser ces changements-là, puis finalement les retourner à votre avantage. Il ne faut jamais baisser les bras parce que c'est une petite difficulté qui arrive, puis je perds un morceau. Prends un petit peu d'humilité des fois pour y arriver, mais c'est la réalité. Un projet n'est jamais fini de concevoir tant qu'il n'est pas livré. C'est pas compliqué. Ça change tout le temps. Pour les concepteurs, c'est constant. L'ouvrage arrête à la livraison du projet. Vos idées sont bonnes. Venez-y, essayez de les vendre, mais il ne faut pas les tenir à tout prix, puis il ne faut surtout pas les regretter, parce que sur tous les projets que vous allez travailler, vous allez avoir à vous adapter à différentes situations. Et ce projet-là est un bon exemple, parce que c'est un projet que les gens apprécient, puis moi, je suis le seul à savoir qu'il aurait pu être mieux. Fait que, au bout de la ligne, c'est pas si grave que ça. Il faut rester agile malgré les changements qui arrivent en cours de route. Il ne faut pas être trop rigide. Il faut s'adapter, quoi. Manège militaire, qui est présentement en construction. On a entendu parler récemment un petit peu là, aux nouvelles où Travaux publics a accepté quelques visites de journalistes. Donc, c'est un projet fort à Québec, je crois. C'est un projet que tout le monde attend avec impatience, la livraison. Tout le monde se rappelle, je crois, de l'incendie de 2008. Ça a été rasé complètement. Il y a eu l'aile 1913 qui a été conservée, mais toute la grande toiture, la signature du projet est partie en fumée ce soir-là de mai, je crois. Donc, à la base du projet, ce qu'on a fait, on a une chance. C'est un bâtiment qui est hyper bien documenté. On a les plans originaux. On a même des esquisses de l'architecte Taché qui a fait des différentes itérations pour son projet. Mais ce qu'on s'est rendu compte à fouiller dans ces documents-là, c'est que c'est un bâtiment qui a toujours été pensé de manière symétrique, c'est-à-dire où on avait un corps de bâtiment principal qui était l'ancienne salle d'exercice, où il y avait l'aile 1913 et où il y avait son pendant à l'ouest. Donc, dès le début du projet, après un peu de recherche, on avait l'obligation d'ajouter à ce projet-là des espaces de bureaux pour différents ministères. Il a donc été choisi, ça c'est un croquis qui doit dater à peu près de 2-3 semaines après le début du projet. Puis ça va pas mal ressembler à ça. Donc, on a décidé de faire une espèce de balance volumétrique, réinterpréter un petit peu les différentes lignes de force et les compositions que Taché avait pu faire de cette aile-là et de les réinterpréter de façon contemporaine pour inclure les bureaux et, si on veut, un petit peu compléter l'intention de base de l'architecte, donc de livrer un bâtiment
qui étaient composés de manière symétrique. On nous a demandé d'avoir un lien, ça faisait partie des consultations publiques, c'était une des recommandations, que le site devienne beaucoup plus ouvert au public et que ça serve de porte d'entrée supplémentaire aux plaines d'Abraham. Donc, on voit ici l'aile 1913. Si je reviens en arrière, je vais vous la situer. Entre les deux ici, on a la construction d'une passerelle qui va nous mener directement de place Georges V vers les plaines d'Abraham. Cet accès-là va être ouvert à l'année et ça va être l'accès principal du manège de la nouvelle infrastructure de la salle d'exercice. La fameuse salle d'exercice qui est présentement en construction, la structure du manège était en bois. On a reconstruit une structure de bois. On a réinterprété un petit peu la forme de la structure existante avec les normes d'aujourd'hui. On a consolidé les murs de pierre de façon à ce qu'ils accueillent de nouveau les charges de la toiture. Ça a demandé beaucoup de travail technique au niveau de la maçonnerie pour réussir ça. Donc, ça va être une salle multifonctionnelle. Et l'inspiration ou l'expertise pour arriver à faire cette salle-là vient directement du massif de Charlevoix parce que c'est exactement le même type de salle. C'est une salle vraiment multifonctionnelle avec toutes les infrastructures scénographiques, sonorisation pour pouvoir y tenir à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme événement. C'est une salle qui est qui est unique à Québec. Surtout dans un bâtiment patrimonial, probablement également unique au Canada. Donc, je crois que pour la ville, ça va vraiment être un plus là, pour l'ensemble de la population. Cette grande salle-là, on distribue la grande salle par un foyer qui est complètement ouvert sur les plaines d'Abraham à l'arrière. Encore là, vous voyez ici la structure de bois. On est allé intentionnellement dans une très, très grande simplicité, l'idée étant de mettre en valeur le plus possible les différentes couches historiques du bâtiment. Donc, tout ce qui est vestige est mis en valeur par les ajouts qu'on a faits. Et on a conservé les différentes couches d'histoire du bâtiment. C'est-à-dire que lorsqu'on a une plaque de plâtre qui a tombé à terre parce qu'il y a eu de l'eau, parce que ça a brûlé, bien, la plaque de plâtre qui est bien collée là, on fait juste la consolider et on va vraiment avoir l'histoire du bâtiment en regardant son architecture intérieure. Le grand foyer vers l'arrière. Au départ, on avait un stationnement souterrain pour différentes raisons, entre autres budgétaires. On a décidé, ou le client a décidé de ne pas réaliser ce stationnement souterrain-là. Donc, on a un stationnement à l'arrière d'à peu près 60 voitures, mais le stationnement, là, ce n'est pas représentatif, a vraiment été composé comme une place publique sur laquelle on peut se stationner. Donc, lors d'événements particuliers, le stationnement, dépendamment de la volonté du gestionnaire et des personnes qui organisent les 10 événements, pourrait être complètement fermé aux véhicules et services de place publique. Il y a même des différents services électriques pour permettre certaines scénographies sur le stationnement, la place stationnement. On voit ici l'aire couverte du bâtiment. Il y a une extension de toiture d'environ 5 mètres en porte-à-faux en CLT qui vient offrir un espace extérieur couvert. Et le bâtiment, ça c'est vu de l'arrière, la réinterprétation contemporaine des volumétries qui étaient proposées par Taché. Et quand je vous dis réinterpréter, c'est vraiment réinterpréter, là, ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Mais lorsqu'on regarde les différentes lignes de force, les volumes de toiture, de cuivre sont repris par des pare-soleils en cuivre. Donc, c'est vraiment d'inspiration directe des plans de M. Taché. Je peux rien à dire. Hein? Non, c'est bon. Ce projet-là, bon, pour réussir à faire un projet comme ça, c'est sûr, il faut aller le chercher. C'est un projet qui était très, très convoité. Beaucoup de bureaux étaient très intéressés de le faire. Et puis, j'étais assez fière d'avoir réussi à monter une équipe. C'est une équipe multidisciplinaire qu'on monte. Dans les projets fédéraux, on va chercher nos ingénieurs, nos spécialistes, tout ça. On chapeaute, on est l'expert principal et les autres professionnels qui nous accompagnent pour réaliser sont nos sous-experts.
Or, on a réussi, on a travaillé fort. Il ne faut pas être paresseux. Il faut jamais être paresseux. Tu ne peux pas être deuxième, il faut que tu sois premier. Il ne faut pas que tu échappes à rien. Alors, on a travaillé fort. On a battu des équipes, des firmes qui avaient peut-être 25, 40 ans d'expérience, tout ça. Peut-être qu'ils auraient dû se réinventer ou peut-être leur travailler plus. En tout cas, je suis fière de ça. Puis, dans le fond, ce que je retiens du travail qu'on a fait pour aller chercher le projet, c'est... Puis ça nous guette, nous, à un moment donné, je vieillis moi aussi. Puis, il faut toujours se remettre... Il ne faut jamais être paresseux. Il faut toujours se remettre en question. Il faut toujours recommencer, innover, se réinventer parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire. Puis, bien, ils vont passer en avant de nous autres. Ça fait que autant dans la conception, même dans la comptabilité, partout. Je veux dire, la base de la réussite de n'importe quel projet, c'est vraiment l'idée, la conception, puis se questionner pour faire encore mieux. Fait que je vous encourage à faire ça parce que ce projet-là, on l'a eu parce qu'on s'est re-questionné et tout ça. C'est ça. Ceux qui se demandent pourquoi c'est long de même, là, ben, on a 676 feuilles de plan. Ça couvre un terrain et demi de basketball. Donc, c'est énormément de documentation. C'est la plus grosse copie de plan qu'on a jamais faite. Il y a des détails à 1-1, ce qu'on n'avait pas fait depuis, ce que j'avais pas fait depuis peut-être 20 ans, un détail à 1-1. Donc, c'est un projet qui est très, 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 très complexe, mais dont pour l'instant, on est très fiers et je pense qu'on va l'être encore plus à la livraison. Et dernier projet, et non le moindre, c'est probablement le projet pour nous le plus important qu'on a fait, c'est nos propres bureaux qu'on a construits il y a 1 an et demi, en tout cas 1 an et demi, 2 ans, dans le quartier d'Estimauville à Beauport. C'est un bâtiment qui nous tenait énormément à cœur. Évidemment, on souhaitait que ce bâtiment-là nous ressemble. On est architecte. On veut que le bâtiment dans lequel on vit nous ressemble, mais on voulait d'abord et avant tout que ce soit un bâtiment dans lequel on était bien, dans lequel notre équipe allait être heureuse, où on allait avoir du plaisir à travailler ensemble. En passant, bon, le bâtiment est un bâtiment tout en bois. On a voulu le faire en bois, mais la première raison, la vraie raison, c'est que le sol est extrêmement pauvre dans ce secteur-là et on se devait de faire le projet le plus léger possible. D'où la décision de le faire en bois. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué dans tous les autres projets que je vous ai montrés, même les plus gros, il y a quelque chose d'un petit peu récurrent. Il y a toujours la présence de bois, en tout cas dans la grande majorité de nos projets. Je voulais seulement souligner l'expertise particulière qu'on a développée au fil des ans dans la construction de bâtiments non résidentiels en bois. Plusieurs de ces projets-là ont gagné des prix et un des premiers projets d'importance que le bureau a réalisé en consortium avec Bernard Cloutier, c'est le poste frontalier de la Colle, qui est un poste frontalier qui est complètement construit en bois. Le poste de Armstrong, ouais. Le poste de la Colle qu'on est en train de faire, toute la partie agrandie est également en structure de bois. Donc, c'est un intérêt qu'on a et cet intérêt-là, évidemment, se reflète dans notre bâtiment. Comme je vous mentionnais, la première préoccupation, c'était d'être bien. On a donc réussi à créer des espaces très, très, très lumineux. Lui, là, il est assis là. Donc, c'est des espaces très lumineux, excessivement confortables, qui permettent la lumière naturelle. C'est le premier bâtiment et le seul, je crois encore, bâtiment privé accrédité LEED Platine au Québec. Donc ça, on n'en est pas peu fiers. Et souvent, lorsqu'on s'engage dans cette voie-là, ce n'est pas juste des chiffres qu'on met au bout d'une ligne pour calculer les performances. Ça a, puis ça, c'en est la preuve, ça a vraiment un réel impact sur le confort à l'intérieur du bâtiment. D'autres espaces, cafétéria, qui sert beaucoup. On avait, d'ailleurs, hier, elle a encore servi jusqu'à 11h30. D'autres façades du bâtiment. La salle de conférence. Là, je passe vite
mais ce bâtiment-là, habituellement, j'en parle 1 heure ou 1 heure et quart. Fait que j'aurais pu élaborer énormément. Je vais accélérer un petit peu, mais par contre, on va faire un petit survol rapide des chiffres. Donc, je ne passerai même pas au travers des chiffres, lisez-les. Je veux juste vous dire que c'est un bâtiment qui est hyper performant. C'est un bâtiment qui n'a pas coûté une fortune au mètre carré. Donc, tout ce qu'il faut avoir, c'est la volonté de faire les choses peut-être un petit peu autrement, de ne pas appliquer des recettes toutes faites. Et il y a moyen de faire des bâtiments écologiques de très, très haute qualité, de très, très haute performance, à coût excessivement raisonnable. Et je vous l'affirme, puis tous les employés de chez nous qui sont ici, je pense, peuvent le confirmer. On est vraiment confortable et vraiment bien dans ce bâtiment-là. L'acoustique est bonne, la lumière naturelle, vraiment, il y a eu un souci. Chacun, pas une petite fenêtre ou dire... Il y a eu un souci important. La seule affaire qui n'a pas été planifiée, par exemple, c'est qu'on est en train de penser à agrandir. Là, parce que l'atelier est plein. Donc, il y a un projet d'agrandissement qui est dans les cartons. Oui. Puis, toujours dans notre vision ou notre idée de donner des services intégrés, parce que bon, c'est un petit peu à la mode, mais pas à la mode, parce que ça a sa raison d'être, je dirais. Puis, pour bien le faire, on s'est servi de ce bâtiment-là. Ce projet-là, c'était un projet qui nous a aidés à apprendre à faire un bâtiment vraiment tout le monde ensemble du début pour arriver à un résultat le meilleur qu'on puisse avoir. C'est là qu'on s'est rendu compte, parce qu'à ce moment-là, quand on concevait ce projet-là, on n'était pas dans les mêmes bureaux. Puis, tout est plus difficile. Ça fait qu'on croit beaucoup, beaucoup à se retrouver tout ensemble dans les mêmes bureaux, une gang qui conçoit un bâtiment avec toutes ses spécialités. Ça favorise la communication, puis je crois qu'on va arriver à notre objectif de donner des bons services intégrés parce qu'on se parle. Tout ce qui nous manque comme service, c'est la structure, s'il y a des intéressés. Donc, l'ensemble de la présentation qu'on vous a faite, on a parlé de design, mais pas trop. On a parlé de comment on obtient les mandats, de comment on les réalise. Ce qu'on souhaitait vous faire comprendre aux étudiants par cette présentation-là et par l'exposition qui était exactement ce que vous venez de voir de l'autre côté, c'est que le monde ou l'univers qui tourne autour d'un projet est immense. On a besoin de toutes sortes de monde, on a besoin de toutes sortes de talents. Il n'y a pas juste un cheminement de carrière en architecture, il y en a plusieurs. Évidemment, il y a la conception. C'est un petit peu ce qu'on va célébrer ici ce soir avec les différentes bourses. Mais sauf qu'il n'y a pas juste ça. Puis la conception, si elle n'a pas tous les autres talents et les autres connaissances pour la supporter, elle ne vaut rien. Moi, je suis concepteur. Je ne fais que ça 100% de mon temps. Je fais que de la conception. Mais si je n'ai pas les architectes avec des profils plus gestionnaires, les architectes avec des profils plus chargés de projet, les architectes avec plus un profil technique, je ne peux rien faire. Je vais faire des beaux dessins, je vais faire des belles perspectives, je vais faire des belles présentations, je vais aller vendre mes idées, mais je ne pourrai jamais les réaliser. Donc, on a vraiment besoin, dans l'industrie, d'une panoplie de talents, la conception, le design, mais tellement autre chose. On a illustré ici, puis vous prendrez un petit peu le temps de le regarder là, dans l'exposition, avec un organigramme qui n'est pas parfait, mais une espèce de cheminement de carrière un peu typique. Il y en a d'autres, il y a des choses plus atypiques que d'autres, mais où on se rend compte assez facilement qu'au fil des années, il y a une espèce de filtre du temps qui va faire que tu vas choisir un chemin. Tu vas découvrir des choses que tu aimes, tu vas découvrir un talent que tu ne savais pas que tu avais à l'école, parce qu'à l'école, l'école, c'est une espèce d'initiation au monde professionnel, mais le monde est tellement vaste, on apprend énormément en travaillant à l'intérieur des bureaux. Donc, si la conception n'est pas au centre de ce que tu fais, si ce n'est pas ton leitmotiv en architecture, lâche surtout pas. Parce qu'il y a tellement de facettes à l'intérieur de ce métier-là. Tu vas sûrement pouvoir trouver ta place quelque part dans cet univers-là, découvrir ta couleur. Moi et Stéphane ont un bon exemple.
sa couleur, j'ai la mienne. Elle, c'est gris. C'est gris, lui, c'est couleur. On voit pas bien. Mais on a commencé à la même place, par contre. On est allé à l'Université Laval en architecture. On a appris c'était quoi. Ensuite, on a travaillé dans des bureaux quand même une dizaine d'années à apprendre notre métier, ce qui est essentiel pour la suite. Puis une fois que tu as compris tout ce qui est nécessaire de compétences pour réaliser un bon projet, c'est sûr que dépendamment de ta qualité qui prédomine, tu vas prendre ton chemin à toi. Il n'y a personne qui va te le dire, puis ça va venir naturellement. Si je parle pour moi, c'est sûr que je suis plus au développement des affaires, mais pour faire un bon développement, il fallait que je connaisse mon métier, il fallait que je connaisse qu'est-ce que les clients attendent de nous. Il faut le comprendre, ça. Comment ça se donne? Comment on réussit à ramasser ces projets-là? Il n'y a pas de liquide qu'on peut s'injecter pour le comprendre. Il faut passer un petit peu de temps. Puis, avec ce bagage-là, si vous aimez les gens, parler aux gens, puis les gens aiment vous parler, ben là, tu peux faire du chemin là-dessus parce que tu es capable de comprendre ce que ce client veut, tu es capable de dire « OK, qu'est-ce que je vais lui donner, moi, comme valeur ajoutée s'il travaille avec moi? » Fait que tu mijotes ça, puis tu arrives à faire du développement d'affaires, mais du bon développement d'affaires. Dans mon cas, le chemin a commencé exactement... Hein? T'as pas fini? Mais non, j'allais t'introduire. Ah ben là, c'est... Dans mon scénario. Dans mon cas, c'est exact... Attends, il n'est pas fini. Ben voyons Attends un donc. peu, il ne sera pas long. Ah là, arrête, on en a à digner donc, c'est quelqu'un qui l'a dit. Ouais. C'est bon. Non, je voulais juste simplement dire, c'est une chose, cette qualité-là, tout ça, mais aussi, quand tu pars et tu veux convaincre un client de t'engager, ça prend une excellente équipe. Puis, je reste quand même convaincue qu'un bon projet repose beaucoup sur la conception, une bonne conception. Et ben, j'avais ce gars-là qui pouvait m'aider à dire à quelqu'un de nous engager parce que j'avais une équipe de qualité aussi. Puis j'étais capable aussi d'identifier les bons. Salut. Vas-y, c'est à toi. Donc, mon chemin à moi, il a commencé... Non, mais là, tu sais, je suis bonne. Il a commencé exactement à la même place, à l'école d'architecture. Moi, quand j'étais jeune, je trouvais que architecte, c'était un beau mot. C'était la première chose. Je voulais être architecte parce que je trouvais ça cool, je trouvais que ça se disait bien. Je devais avoir à peu près 7 ans. J'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu être designer de mode. Papa n'était pas content. Tu as vraiment dit ça? Là, oui. Tu n'auras pas continué à faire du ballet? Après ça, t'es pas obligé d'en parler. Après ça, j'ai voulu être designer automobile. Le chemin est beaucoup trop compliqué. Il faut que tu t'exiles. Fait que je suis revenu à l'architecture. Je trouvais toujours que c'était un beau mot. Mais bref, à partir de mon tout jeune âge, c'était vraiment la création qui m'intéressait. Il y a toujours eu beaucoup plus de dessins dans mes cahiers de notes que de notes. Aujourd'hui, il n'y a plus de notes pantoute. Il y a juste des dessins. Voyons, je vais t'arrêter de peser sur une mauvaise piton. J'ai suivi la ligne verte. J'ai fait que ça. J'ai fait que de la conception. Dans tous les bureaux où j'ai passé, à partir du début, junior, stagiaire, intermédiaire, j'ai fait que de la conception. Par contre, même en faisant de la conception, quand je suis arrivé dans différents bureaux, il a fallu que je fasse des plans de toilettes. J'ai fait de l'exécution sur les planches. J'ai absolument tout fait. Des tableaux de superficie. Des tableaux de superficie. Puis quand on me demandait de recalculer, ben, il n'était jamais pareil à l'autre. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé que ça, je n'étais pas bon. J'en faisais pas. Toute la gestion, je l'ai laissée à d'autres. Fait que moi, ma couleur, c'était la conception. C'est ce que j'ai développé. C'est là-dedans que je suis heureux. Et je connais d'autres personnes qui ne seraient pas capables de dormir à faire de la conception parce que la page blanche les stresse. Mais c'est correct. Comme je vous disais, ça prend absolument de tout pour réussir à faire un beau projet. Autre chose aussi qui vous attend, c'est pas juste le monde professionnel, c'est tout le monde social autour du bureau d'architecte. On se fait des amis, on a des couples, énormément de couples au bureau chez nous. On a beaucoup de parties. Les gens se tiennent ensemble. C'est un métier qui est prenant. C'est un métier que les gens, en général, prennent à cœur, ce qui fait que ça forme des équipes
très, très solide. Il y a des gens qui sont chez nous depuis vraiment le début. On n'a pas un roulement de personnel très, très fort. On essaye de les garder parce que quand on les engage, on finit par les aimer. Ben, il y a peut-être une couple qu'on a moins aimé, là, mais en général... donc, c'est un beau monde, l'architecture, pas seulement professionnellement, mais ce qui gravite autour. Les architectes sont en général des personnes sympathiques, drôles et qui aiment faire la fête. Donc, en conclusion, ce qu'on voulait vous donner comme message de toute cet exposé-là et l'exposition attenante, c'est résumé un petit peu dans cette maxime-là d'Honoré de Balzac, c'est qu'il y a du bonheur dans à peu près toute espèce de talent. Tu es bon en gestion, tu es très, très cartésien, développe ça. Toi, c'est les sciences que tu apprécies. Il va y avoir moyen de t'accomplir dans le monde de l'architecture. Toi, c'est la gestion, c'est gérer du monde. Il va aussi avoir moyen de t'accomplir en architecture. La conception, c'est le moteur qui fait avancer l'architecture, mais ça prend bien d'autres choses. Ça prend un volant, ça prend du gaz, ça prend un paquet d'affaires pour réussir à réaliser un projet. Puis si tu te rends compte que l'architecture, ce n'est pas ta couleur, ce n'est pas ta passion, ce n'est pas dans quoi tu es bon, insiste pas trop parce que ça peut avoir de très graves conséquences. Merci. Non, félicitations. Ouais. Là, ma conférence est mal montée. Il faut que je vous laisse cette image-là. Je suis désolé. Est-ce que ça fonctionne? Oui, parfait. Ben, merci beaucoup pour cette belle et très conviviale conférence. Merci pour ce regard très personnel sur votre parcours. Comme la soirée est encore assez chargée pour nous tous, j'en profite pour vous inviter tous à poursuivre le reste de la soirée pour faire le tour des projets de finissants, des essais projets et des PFE à l'école d'architecture, l'autre côté. Donc, vous pourrez en profiter pour voir au passage la magnifique exposition réalisée par STGM, l'exposition Face cachée. On vous offrira vin et bouchées. Il y aura donc, je ne sais pas si on vous a remis déjà le petit dépliant. Vous trouverez dans ce dépliant chacun un petit vote pour le vote du public, pour le meilleur projet. N'oubliez pas de le mettre dans la boîte disposée à cet effet. Je crois que c'est au croisement des escaliers au rez-de-chaussée, avant de revenir à 20h pour la remise des prix et des bourses. Vous trouverez une table avec plusieurs publications paru dans les dernières années par la communauté de l'école d'architecture. Donc voilà, pour la suite de la soirée, on se retrouve ici à 20h dans la chapelle pour la remise des prix. Au plaisir de s'y retrouver. Merci.